3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous? Lundi sur Twitch, comme d'habitude, à 21h30, on a fait un live avec la commu qui était sacrément cool. Il y a eu tout plein de discussions, tout plein de débats, avec pour objectif d'élire le MVP du début de ces playoffs, en mode Crystal Ball. Bon, comme vous allez voir, on va classer les joueurs en tiers en isolant seulement ce qu'ils ont fait depuis le début de la post-season, mais ce n'est pas le plus important. Mon idée en fait était surtout de voir qui allait finir au tier 1 pour ensuite proposer aux viewers de voter via un sondage afin d'élire le MVP. Pour le reste des tiers, des échelons, ne vous offusquez pas sans avoir pris le temps de capter. La plupart de ces décisions sont débattables, bien évidemment, et toutes ont été prises en fonction des tendances de la communauté qui était présente ce jour-là. Alors je vous fais confiance, concentrez-vous sur le tier 1. Mis à part les joueurs qui finiront au sommet, qui nous serviront à choisir le MVP, les autres, l'idée, plutôt que de les classer, c'était plutôt de parler d'eux. Tout simplement parce que j'en avais envie, en fait. Les mettre dans des tiers était un prétexte. D'ailleurs, les 30 joueurs que j'ai sélectionnés pour ce stream partent d'un choix complètement subjectif, car je n'ai clairement pas pris les 30 meilleurs. En vrai, j'ai d'abord sélectionné ceux qui avaient une réelle chance de terminer MVP de ce début de playoff. Ensuite, j'ai juste pris ceux dont je voulais parler avec vous, même si je savais bien qu'ils n'avaient aucune chance de remporter le Graal. Donc Rip et désolé à des gars comme DeAndre Ayton, Clint Capella, Kristaps Porzingis, Mike Conley, R.J. Barrett, Yusuf Nurkic, Jonas Valanciunas, Dillon Brooks ou encore Goran Dragic. Bien sûr qu'on aurait pu imaginer discuter de vos noms, et encore pas tous, parmi les 30 meilleurs joueurs de ce début de playoff, mais soyons sérieux, jamais vous n'auriez terminé MVP. Et vu que j'avais déjà pas mal parlé de vous dans d'autres lives, j'ai préféré, histoire d'éviter de me répéter, choisir d'autres gars dont le profil me paraissait au moins aussi intéressant. Donc bref, le concept, vous l'avez capté. Lundi, on a surtout parlé du début de playoff de 30 joueurs NBA, et parmi ceux qui ont terminé au tier 1, on a élu un MVP. Pour comprendre vraiment en détail pourquoi les autres sont aux échelons inférieurs, vu que je ne vais pas tout mettre dans ce résumé, je vous invite à aller voir la rediff du live sur Twitch, elle y est encore. Du coup, pour ce best-of, c'est le but, on va aller à l'essentiel, donc on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour savoir qui est le MVP de ce début de playoff. On parle de Trae Young. Ce que j'aime avec lui, c'est que non seulement, à part au match 3 où il a mis 21 points, il score énormément, mais surtout, c'est au niveau des choix offensifs, au niveau de la vision de jeu, je le trouve excellent. Je le trouve excellent parce que il arrive vraiment à lire les défenses, il a fait d'énormes progrès là-dessus, je le trouve encore meilleur que dans la saison. Cette intelligence qu'il a, cette vision qu'il a, les choix offensifs qu'il fait, moi, ça me fait kiffer dans ces playoffs, ça me fait kiffer. Il fait un match 3 à 14 passes décisives, il tourne à 10 passes de moyenne depuis le début du premier tour. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, il n'y a qu'au match 2 qu'il a perdu genre 5 ballons, mais le reste du temps, il en a jamais perdu plus de 2. On peut même pas forcément lui reprocher sa défense, parce que c'est pas ce qu'on lui demande de faire, et qu'on pense tellement de l'autre côté du terrain, et finalement, je trouve que Nate McMillan arrive aussi à faire en sorte que les Hawks défendent en prenant en compte les faiblesses et les forces de Trae Young. Je ne sais pas ce qu'il y a à lui reprocher. Les Hawks mènent 3-1 face aux Knicks, alors que selon moi ils n'étaient pas favoris à la base. Aujourd'hui ils ont montré, les Hawks, et notamment grâce à Trae Young, qui savaient élever leur niveau de jeu. Je pense pour moi que Trae Young est un peu la clé de voûte de ça. J'ai même pas envie de prendre le critère pour ses premiers playoffs. Pour moi il est juste bon, pour moi il est juste très bon. On va le mettre au tier 1, donc il va faire partie de la discussion pour le MVP à la fin de cette vidéo. On va parler de Jason Tatum. Et maintenant, moi, je vais être clair directement. Je me vois pas le mettre au tier 1 alors qu'il est mené 3-1. Le basket, ça reste un sport collectif, et même si là, on parle des joueurs de façon individuelle, mettre au tier 1 et mettre en discussion pour le MVP quelqu'un qui a perdu 3 matchs sur 4, ça me dérange, même s'il a mis 90 points en cumulé sur les 2 derniers matchs. Surtout qu'en plus de ça, il a une adresse qui questionne. Maintenant, je veux pas non plus trop le pénaliser sur son match 2 à seulement 9 points, où il a tiré à 3 sur 12, parce qu'il s'est pris un doigt dans l'œil par KD. Et même s'il monte largement en pression au niveau des points, même s'il a été adroit lors des matchs 3 et 4, ça gagne pas, et l'adresse générale est pas ouf. Soit il faut qu'il shoote moins et que les autres prennent plus ses responsabilités, soit il faut qu'il joue plus avec les autres, soit s'il veut prendre 21 shoots par match et faire gagner les siens, il faut qu'il en mette plus. Les points c'est génial, mais il n'y a pas que ça qui compte. Donc voilà, après, je veux pas non plus tout lui enlever, c'est quand même un mec qui est fantastique. Et de toute façon, pour le scoring qu'il a mis, pour être capable de mettre 90 points en 2 rencontres, pour être capable d'en avoir pris un à Boston, moi je me vois le mettre dans le tier 2. Je vois quelques tier 3, donc ça veut dire que c'est pas moi le plus dur. Pour moi, tier 2 c'est bien. Classer un joueur individuellement seulement sur ses stats, je comprends pas du tout l'intérêt. C'est pas ça l'objectif du basket. Donc pour classer un joueur individuellement, il faut regarder à quel point il est capable de remplir l'objectif numéro 1 du basket, c'est-à-dire gagner des matchs. De toute façon, on va arrêter là-dessus, mais je serai jamais d'accord à tous ceux qui excusent
d'excellentes performances pour un joueur et des défaites en disant qu'il est pas assez bien entouré. Il y a des joueurs qui arrivent à rendre les autres meilleurs. Mais regardez LeBron, comment il a toujours réussi à passer des tours et à gagner des matchs en playoff en étant très mal entouré. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à impliquer les autres. Parce qu'il a réussi à capitaliser sur les forces de ses coéquipiers. Et tout le monde n'est pas capable de ça. Quand tu veux être considéré comme une superstar, c'est à toi de mettre tes joueurs plus haut et de mettre tes joueurs plus forts. On enchaîne avec Kevin Durant. On a un gars, pour moi, c'est comme s'il avait jamais été blessé. Son plus mauvais match sur 4, il le fait à 26 points, et dans le match 4, il nous sort une performance à 42 points. Il a une adresse de fou furieux, c'est un des meilleurs scoreurs all-time, il fait des matchs à 14 sur 20 au tir, il fait des matchs à 3 sur 3 à 3 points, il t'enchaîne du 11 sur 11 au lancer franc. Pour moi, en plus de ça, c'est le meilleur défenseur de cette équipe des Nets. On a des Nets qui souffrent en défense, qui ont du mal dans la protection du cercle, et Kevin Durant qui au match 2 est capable de mettre 4 contre, tout en prenant des rebonds, tout en marquant des points. Pour moi, il est injouable, il est dans une team qui mène 3-1 face à Boston. Voilà, on va pas passer 2 heures sur KD, tier 1. De toute façon, là, on est sur les Nets, donc on va enchaîner sur James Harden et Kyrie Irving. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de débats pour eux? James Harden, qui se comporte en meneur de jeu de fou, qui lors du match 4 a livré 18 passes, qui quand il faut scorer, il score, qui quand il faut distribuer, il distribue. Je veux bien que c'est facile de faire 18 passes quand t'as Kyrie à tes côtés et quand t'as KD à tes côtés. Sauf que ça explique pas tout. Il a une gestion du tempo que je trouve excellente, il fait les bons choix. Il arrive très bien à alterner en plus de ça entre les drives, les shoots extérieurs, les step back et les passes. Dans le match 4, il met 3 contre. Kevin Durant, j'en parlais juste avant pour sa défense. On a un James Harden qui défend lui aussi. Le seul match qu'il a fait à moins de 50%, c'est le match 1, donc let's go tier 1. Et maintenant, là je pense qu'il peut y avoir débat. Dites-moi ce que vous pensez de Kyrie. Est-ce que lui, vous le mettez tier 1 direct ou est-ce que ça se discute un peu plus? Il y a vraiment débat. Mais ce débat, il est entre le tier 1 et le tier 2. Peut-être qu'on aurait pu discuter entre le tier 2 et le tier 3 s'il avait pas fait son match 4 à 39 points là. Mais son match à 39 points, il a été excellent. Maintenant, c'est vrai que niveau playmaking, on n'a plus le Kyrie d'il y a quelques années. Son match 3, où il a choke pour le premier match avec le public du Garden, ça a pas plu. Maintenant, j'ai beaucoup aimé sa réaction au match 4. Il y a des irrégularités. Ça montre que le tier 1, pour moi, c'est peut-être le voir un peu trop élevé, malgré les 3 victoires de sa team. Pour moi, on a un Kyrie qui score environ 25 points par match, c'est propre, qui est quand même moins régulier qu'un Harden ou un Durant. Mine de rien, la Kyrie, il joue vraiment comme un shooting guard, qui va jouer beaucoup en ISO, qui va attirer l'attention, mais moins un playmaker que ce qu'il était avant. Et surtout, on a un Kyrie qui est assez irrégulier, qui peut shooter à 6 sur 17, comme lors du match 3, qui est plutôt propre dans sa gestion du ballon, et qui mérite clairement minimum le tier 2 pour moi. Hein. Bref, on va parler de Luka. Et est-ce qu'on va vraiment débattre longtemps sur Luka? Dans son match 4, ça a été compliqué pour lui. Sa blessure au cervical a fait qu'il a été moins bon, même si elle l'handicapait beaucoup, hein, ça l'empêche de tourner la tête, et c'est vrai que ça doit être assez handicapant, notamment quand t'es un joueur comme Luka. C'est lancé franc, c'est un peu embêtant aussi. Maintenant, gagner les 2 premiers matchs, comme il l'a fait en mettant aux abois la défense des Clippers, faire un match à 44 points, 9 passes comme il l'a fait au match 3, même malgré la défaite. Hein. Si là Dallas en est à 2-2 et pas à 4-0 sweepé, pour moi c'est seulement grâce à lui. En plus de ça, si Tim Hardaway Jr. et Dorian Finney-Smith ont été adroits, ont été bons, c'est parce que Doncic les a trouvés dans d'excellentes positions, leur a distribué de très bons ballons. On peut même dire ça de la part de Porzingis. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas. C'est lancé franc, comme on l'a dit. C'est balle perdue, comme on l'a dit. Mais il y a tellement de choses qui sont géniales dans son jeu. Pour moi, c'est tier 1. Donc maintenant, on va parler de Jokic. Denver, on va en parler un peu. Denver, on en est dans une équipe qui est à 2 victoires, 2 défaites face à Portland, alors que, a priori, à la base, Denver a l'avantage du terrain et doit dominer cette série, normalement. Sauf que, avec la blessure de Jamal Murray, on peut aussi trouver des excuses. Quand on voit que Michael Porter Jr. est capable de faire un match à 3 points et que ça devient Austin Rivers ou Campazzo les meilleures options offensives, je plains un peu Nikola Jokic. Il a fait 3 matchs à 34, 38 et 36 points, c'est un truc énorme. Son match 4, il a été très maladroit. Il a tout ce qu'il faut pour être tier 1, notamment ses 3 premiers matchs. Son 4e match, un peu moins. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est son nombre de passes décisives est beaucoup plus bas que ce qu'il faisait en saison. Et pour moi, un Jokic qui peut porter sa team, c'est un Jokic qui est un playmaker. C'est un Jokic qui est chef d'orchestre. C'est un Jokic qui est la rampe de lancement, c'est Denver Nuggets. Et Portland défend très bien, je trouve, sur lui, en refusant les prises à 2. C'est un joueur qui est très intelligent, Jokic, qui a toujours une rapidité dans la prise de décision où il va trouver tout le temps le gars qui est démarqué, le gars qui est libre et le gars qui va prendre le bon shoot. Sauf que là, si chacun est sur son joueur parce que Jokic n'est pas prise à 2, ok, Jokic il va marquer ses 36 points.
comme il l'a fait, ou ses 34 points, ou ses 38 points, ok, il peut faire ça. Sauf que est-ce que Denver va gagner? Eh ben c'est pas sûr. Ça veut dire que si Portland fait un gros match, Portland peut gagner. Même avec un Lillard à 1 sur 10, parce qu'on a un Jokic qui pour moi est moins dominant. Donc voilà, on a quand même un joueur qui est excellent, et pour moi on peut pas le mettre en dessous du tier 2. Par contre, je ne me vois pas le mettre au tier 1, parce que je le vois pas à la hauteur de ces autres gars. Donc pour moi, Jokic, c'est tier 2. Kawhi Leonard. Alors c'est vrai que je trouve qu'on a un Kawhi qui défend plus comme avant, même s'il a quand même d'énormes qualités défensives. Alors il fait toujours beaucoup d'interceptions, il sait toujours se servir de ses grands bras, et il a les mains toujours hyper actives. Donc il tourne à plus de 2 interceptions par match, il fait quelques contres aussi. Par contre, c'est vrai que c'est plus le lockdown qu'on avait aux Spurs, parce qu'il faut aussi qu'il s'économise pour l'attaque, parce que c'est l'option 1 de ses Clippers. Ça reste quand même un vrai défenseur de ouf, et surtout un attaquant qui est inarrêtable, un attaquant qui tourne à plus de 60% au tir, qui a fait un match à 41 points, qui a fait un match à 36 points, qui pour moi aussi est le principal responsable du fait que les Clippers sont revenus à 2-2. Il a fait un match 3 à 13 sur 17 au tir, un match 4 à 11 sur 15 au tir, tout en assurant à 3 points, au lancer franc, en prenant des rebonds, en défendant. Si Doncic est au tier 1, Kawhi mérite le tier 1. On enchaîne avec son coéquipier PG. Moi je trouve que Paul George, il est déjà très efficace, il tourne à pas loin de 50% au tir, il met la plupart de ses shoots ouverts à 3 points, même si son adresse à 3 points elle peut poser un peu question, j'aimerais qu'il en mette un peu plus. Il est très adroit au lancer franc, c'est une valeur sûre, il défend, même si ça s'est un peu moins vu aux 2 premiers matchs, mais je veux pas mettre les grosses perfs de Luka Doncic sur le dos de Paul George, je les mettrai plus sur le dos de Tyronn Lue. Paul George, c'est une option 2 qui arrive très bien à assurer quand Kawhi Leonard sort, ou quand Kawhi Leonard a un coup de mou. Vous êtes tous entre 2 et 3, moi aussi je suis entre 2 et 3. Moi je suis pas d'accord que Paul George porte plus les Clippers que Kawhi Leonard. Paul George, ce qu'on peut lui reprocher, c'est son irrégularité au shoot un peu. Et sa sélection de shoot aussi, je trouve, qui peut être critiquable à certains moments. Maintenant, moi je l'aime pour l'intensité qu'il met, je l'aime pour tout ce qu'il fait en tant qu'option 2, et ouais, j'arrive pas à me décider. Je vois plutôt du 3. Allez, c'est réglé. Si on le met trop haut, on n'aura personne dans les tirs du bas, ça part en 3, et je suis vraiment désolé pour ça, parce qu'il est vraiment à la limite, et un tir 2,5, je pense que ça aurait été l'idéal. Paul George, je rappelle, il a 0 contre depuis le début des playoffs, il a 3 interceptions en 4 matchs. Kawhi Leonard, il tourne à plus de 2 interceptions par match, donc qu'on me dise que Paul George défend mieux que Kawhi, je veux bien qu'on en discute, parce que les stats des interceptions et des contres ne veulent rien dire, mais là je trouve que quand même on a des chiffres qui sont très parlants. On va parler de LeBron. LeBron qui, comme d'habitude, est présent dans tous les secteurs du jeu. Par contre, il joue face à Phoenix où il y a 2-2, et je trouve que jusque-là, peut-être que ça va changer, mais je trouve que jusque-là, on a un LeBron qui est vraiment en mode cruise control, c'est-à-dire j'en fais pas trop, je m'économise parce que je sais que les playoffs seront très longs, et mine de rien, les Lakers, ils ont perdu 2 fois face à Phoenix malgré un Chris Paul qui est plutôt diminué, sauf au match 4. Je vais pas dire qu'il a moins d'impact, surtout pas, mais je vais dire que pour l'instant, je crois qu'il s'économise un peu. Maintenant, voir que son meilleur match au point, c'est 25, je trouve pas ça fou. Il a atteint qu'une seule fois les 10 passes. Ce qui m'embête, c'est sa maladresse à 3 points depuis 2 matchs. Ce qui m'embête, c'est que les Lakers aient perdu 2 matchs. Ce qui m'embête, c'est qu'il est pas fait de gros cartons offensifs. Je vois pas mal de tirs 3, finalement. Ah, 3 encore. Donc on va mettre un tier 3 sévère, parce que il est capable d'accélérer. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va passer vite au tier 2, voire au tier 1, très vite. Maintenant, je le mets au 3. Statistiquement, les 3 du tier 2, ils sont bien meilleurs que LeBron. Ils sont bien meilleurs que LeBron, notamment au scoring. Kyrie, il gagne plus. Le Jokic, il gagne autant. Après, Tatum, il gagne moins, mais statistiquement, il est bien au-dessus. Donc moi, ça me va pas mal. Maintenant, comme je dis, ça veut pas dire que son niveau n'est pas au-dessus. Ça veut dire que jusque-là, il s'économise, et qu'il montera, je pense, au fur et à mesure en puissance. Alors moi, par contre, si vous mettez LeBron en tier 3, je veux pas mettre AD au même tier que lui. Et AD, même s'il a fait des matchs 2 et 3 énormes, il n'a pas été présent au match 1 et 4. Son match 4, ok, il s'est blessé, mais son match 1 était catastrophique. Et moi, surtout, ce qui me dérange avec Anthony Davis, c'est son adresse. Quand il joue à l'intérieur et quand il joue au poste, il y a peu de monde qui peut l'arrêter. Bien sûr, il est blessé depuis le début de ses playoffs. Maintenant, c'est comme ça. Chris Paul aussi, il est blessé. On va pas le mettre dans le tier 1. AD, c'est 13 points au premier match, c'est 2 fois 34 ensuite, mais c'est 6 points avec une blessure à la mi-temps avant. C'est surtout, moi, les choix offensifs qu'a fait AD dans les 2 défaites des Lakers, donc dans la première mi-temps du match 4 et dans le match 1, qui me pose question. Et ce qui me pose question aussi, c'est que quand AD est à son meilleur niveau, les Lakers gagnent. Moi, je suis d'accord que quand il joue bien, AD, il est hyper impactant. Sauf que jusque-là, il joue bien une fois sur 2. Les Lakers lui doivent ses victoires, bien sûr, ses 2 victoires, mais les Lakers lui doivent aussi ses 2 défaites. Ja Morant. Un mec qui est pas à 50% de victoire, il sera pas au tier 1. Vous l'avez vu,
que ce soit Trae Young, que ce soit Harden, que ce soit Durant, ils sont tous à plus de 50%. Luka et Kawhi, ils sont eux à 50%. Morant, on va rappeler ses stats, quand même, depuis le début des playoffs, il tourne à plus de 33 points par match. Il a permis à Memphis de battre Utah au match 1, de les surprendre, hein, j'ai envie de dire un peu. Je trouve qu'on est sur un joueur qui est un peu sur le même profil que du Tatum. Un mec qui fait des stats, mais qui fait pas gagner son équipe parce qu'en face, les gens sont trop forts. Tire tout, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Let's go, hein. Moi je suis d'accord avec ça depuis le début. Maintenant, Jimmy Butler. Ok, il a fait un triple-double lors du match 4. Mais maintenant, est-ce que ça a du sens? Jimmy Butler, il s'est fait bouffer par la défense de Milwaukee. Milwaukee l'a obligé à shooter à mi-distance tout le temps. Il a rien mis, il a fait un match 1 à 4 sur 22, un match 2 à 4 sur 10, un match 3 à 7 sur 17, un match 4 à 4 sur 15. C'est catastrophique. Miami a jamais réussi à s'adapter à l'excellente défense qui a été proposée par Mike Budenholzer. Gros big up à Brook Lopez pour ça, gros big up à Giannis Antetokounmpo. Ses shoots, il les a pas mis, on attendait à ce qu'il porte l'équipe sur son dos. Il y a eu un 4-0, donc on est obligé de mettre du tier 5. Et Adebayo, pour moi, les deux vont ensemble. Adebayo, ça a été la même chose. Toujours un temps de retard, jamais dans le bon timing. Une adresse ridicule à mi-distance, il est complètement tombé dans le piège de Mike Budenholzer et de la défense des Bucks. Adebayo, la défaite, un niveau décevant, une adresse catastrophique, c'est du tier 5 avec Jimmy. Donc pour Giannis, est-ce qu'on va vraiment débattre bien longtemps? Le mec, il a juste tout fait, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. Ok, son premier match, il shoot à 10 sur 27. Maintenant, il prend 18 rebonds, il met 26 points. Son deuxième match, il met 31 points. Son match 4, il fait un triple-double. En défense, il nous fait une masterclass sur Jimmy Butler et Bam Adebayo. Individuellement, pour moi, il a juste été monstrueux. Bien sûr que c'est tous les Bucks qui ont roulé sur le 8, mais Giannis a été excellent. Il a fait tout ce qu'il fallait. Quand on voit qu'il est capable de distribuer 15 passes dans un match 4, quand on voit qu'il est capable toujours d'être si efficace, capable de prendre des rebonds, capable de tout faire, les Bucks sont à 4-0, let's go, hein. Donc on enchaîne sur Jrue Holiday. Alors offensivement, c'est pas le plus gros scoreur du monde, hein. C'est marrant, il a fait un match à 20, un match à 11, un match à 19, un match à 11. Tier 2, ça me semble presque mérité pour sa défense et son playmaking. Maintenant, quand je vois qui y a au Tier 2, quand je vois qu'on a un LeBron et un Paul George au Tier 3, voilà, moi c'est plutôt ce côté, il a été assez irrégulier, quand je vois qu'il peut faire un match à 15 passes, un match à 3 passes. Il a shooté à 3 points avec une adresse moyenne, alors que j'aimerais qu'il shoote plus à 3 points. Non, je crois que je vais m'écouter moi-même là sur ce coup-là. J'aurais pu le mettre au Tier 2 si on avait aussi mis LeBron et Paul George au Tier 2, mais vu qu'on a décidé ensemble de mettre LeBron et Paul George au Tier 3, je peux pas mettre Holiday plus haut. Donc moi je pense, je vais vous le dire tout de suite, Middleton, mine de rien, il marque plus de points par match que Holiday. C'est moins un bon playmaker, mais je trouve que c'est quasiment un tout aussi bon défenseur. Peut-être que je mets un petit peu Holiday au-dessus, mais c'est quand même un très bon défenseur, qui a fait 3 matchs sur 4 au-dessus des 20 points, dont une pointe à 27, dont un game winner, qui prend des rebonds aussi, qui est excellent au lancer franc, qui est très adroit à 3 points, contrairement à Holiday. Ouais, on pourrait discuter de mettre Holiday et Middleton au même tir, mais voilà, je pense que Middleton, il a l'avantage du game winner. Il a l'avantage de l'adresse à 3 points. Et il a l'avantage de marquer aussi plus de points que Jrue Holiday. Même si ça peut être compensé par les passes de Holiday. Et je trouve qu'il a aussi l'avantage de la régularité. Allez, on continue avec Julius Randle. Julius Randle, on a des Knicks qui sont menés 3-1. On a une adresse qui est catastrophique, 6 sur 23 au match 1, 5 sur 16 au match 2, 2 sur 15 au match 3, 7 sur 19 au match 4. On n'a pas le Julius Randle de la saison, on n'a pas un Randle qui porte son équipe, et on n'a pas un Randle qui peut faire passer les Knicks tant qu'il est à ce niveau-là. Gros respect à la défense de Nate McMillan sur lui, qui le bloque complètement, et surtout que pour l'instant, Randle a toujours un peu un temps de retard, je trouve. Il a fait ça mieux lors du match 4, il arrive maintenant à identifier un petit peu mieux cette défense, à identifier les prises à 2, et à faire quelques passes décisives. Il en a fait 7 lors du dernier match. Donc voilà, il faut qu'il lâche beaucoup plus la balle, il faut qu'il réagisse mieux, qu'il s'adapte plus vite, qu'il lise mieux les défenses. Et un Randle bloqué, pour moi, c'est comme un Jimmy Butler ou un Bam Adebayo, quoi. Donc on le met là. Du coup, on enchaîne avec Derrick Rose, qui pour moi, je le dis, est depuis le début de la série le meilleur joueur des Knicks. Il a fait 2 matchs à 26 et 30 points. Il a pas non plus des stats de franchise player, même si jusque-là, c'est le meilleur joueur des Knicks. Pour l'instant, c'est surtout le seul qui s'en sort. Quand je vois qu'on a un AD au tir fort, je me vois mal mettre un D-Rose au-dessus de AD, quand AD, même si il y a 2 défaites pour les Lakers, a été responsable de 2 victoires. Et je veux bien qu'on l'aime beaucoup et qu'on ait envie de le mettre plus haut. Pour moi, c'est du tir fort. On enchaîne sur les 3 Sixers. Joel Embiid, pour commencer, qui est en mode surdomination face aux Wizards jusque-là. 3 victoires, 0 défaites pour les Sixers. Un dernier match de Joel Embiid où il met 36 points en jouant en moins de 30 minutes. Malheureusement, la blessure de Joel face aux Wizards lors de la défaite du Game 4 peut permettre de remettre pas mal de choses en perspective. Mais au final, il aurait fini dans le même tir, je pense. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré ce manque d'adversité, tout le monde n'y arrive pas
à assurer quand il y a un manque d'adversité. Donc c'est du tier 1 forcément. Il fait exactement ce qu'on lui demande, il est surdominant. Son 3e match m'a fait halluciner encore une fois. Voir que non seulement il les domine au poste, il les domine à l'intérieur, mais aussi il fait les passes qu'il faut quand il y a des prises à 2, il défend, et en plus de ça, il shoot à 3 points, parce qu'il a fait un match 2 à 3 sur 4 et à 3 sur 4 et un match 3 à 3 sur 4. Le mec se régale, pas besoin de débattre trop sur Joel Embiid, malgré le manque d'adversité, c'est du tier 1. Donc on enchaîne avec Tobias, qui a porté les Sixers dans le premier match, qui avait mis 28 points à la mi-temps, qui finit le match à 37 quand il lève un peu le pied, et qui ensuite a fait son boulot sans être non plus hyper exceptionnel lors des matchs 2 et 3, mais qui a fait ce qu'on lui demandait, qui a marqué des points quand il fallait, qui a toujours été très adroit, qui a su écarter le jeu, qui a su prendre des rebonds, qui en défense est correct sans être extrêmement bon. En fait, on retiendra surtout son match 1 à 37 points, et le reste du temps, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait, il a son niveau de All-Star ou presque. Je réfléchis entre le tier 2 et le tier 3. En fait, Paul George est au tier 3 malgré des stats qui sont à peu près comme celles de Tobias, peut-être un poil moins bien. Non, en fait, ouais, je regarde qui c'est qu'on a au tier 2, qui c'est qu'on a au tier 3. Pour moi, ce sera du tier 2 pour Tobias, parce que 3-0 quand d'autres n'ont pas du 3-0. Un Tobias qui a fait un premier match à 37 points dans une équipe à 3-0, pour moi, est plus impactant qu'un LeBron qui joue avec le frein à main, malgré la régularité de LeBron. Avec la défaite des Sixers au match 4 maintenant, où Harris, malgré ses 21 points et ses 13 rebonds, n'a pas réussi à porter Philadelphie vers la win, je pense que je le mettrai au tier 3 désormais, même s'il n'est pas forcément le principal responsable. Maintenant, on peut parler de Ben Simmons. Ben Simmons qui a un cas très particulier, qui depuis le début des playoffs étouffe Bradley Beal, même si ça se voit pas, c'est parce que Simmons ne défend pas sur Bradley Beal l'intégralité des rencontres, mais je me rappelle lors du match 1, la stat qui est sortie quand Simmons était sur Beal shootait à 17% contre 70% quand c'était pas Simmons sur son dos, et lors de ce match 1, certains ont critiqué Simmons pour ses 6 points à 3 sur 9 au tir en disant qu'il était pas assez agressif, mais le mec a quand même cumulé 15 rebonds et 15 passes. Ce que je trouve avec Simmons, c'est sa justesse, c'est sa faculté à être capable d'apporter dans tous les secteurs quand il y a besoin. Simmons tourne à 14 points de moyenne depuis le début de ses playoffs. Après, il a quand même des stats beaucoup plus complètes que celles d'Holiday, parce qu'il est à 14 points, 9,7 rebonds et 10,7 passes. Si on a mis Giannis en 1, Middleton en 2, Holiday en 3, je trouve ça correct de mettre Joel Embiid en 1, Tobias Harris en 2 et Ben Simmons en 3. Encore une fois, revenons à ce match 4 entre Washington et Philadelphie qui a changé pas mal de choses, parce que l'Australien n'a pas réussi du tout à assurer au lancer franc lorsque les Wizards ont pratiqué leur technique du hack Simmons. Pour ça, pour avoir perdu un match rien qu'à cause de sa maladresse au lancer, je pense qu'il pourrait mériter le tir fort. Passons sur Devin Booker. Devin Booker a fait 2 premiers matchs de fou, où il fait 2 fois plus de 30 points. Moi, c'est surtout son premier match, dans la victoire des Suns, qui m'a épaté, quand Chris Paul s'est fait mal à l'épaule. Devin Booker a su prendre le relais au playmaking, notamment, et je l'ai trouvé très bon dans le playmaking, et je m'étais demandé un petit peu qui pourrait arrêter Booker en défense chez les Lakers. Il a fait un deuxième match qui était tout aussi intéressant, à 31 points. Par contre, lors du match 3, se fait bouffer par Kentavious Caldwell-Pope. Et lors du match 4, alors que KCP n'était pas là, Booker repasse à côté. Depuis le début de la série, il est à 40%, 22% à 3 points. Ce qu'il rattrape, c'est son 17 sur 17 au lancer au match 2, je pense. Par contre, ces matchs 3 et 4, je les ai pas trouvés ultra fabuleux dans une équipe qui est à 2-2 face à des Lakers. Pour moi, le tier 3 me paraît cohérent. Au tier 3, comme vous le voyez, j'ai mis que c'était des bons joueurs. J'ai pas mis Ayton, j'en ai parlé en début de live, et oui, si on en parle, je pense que Ayton aurait pu mériter un tier 3. Mais j'ai préféré mettre Chris Paul, parce que Chris Paul, au vu de sa saison, c'est un des joueurs qui était attendu à Phoenix, et c'est vrai que finalement, ça aurait peut-être été plus intéressant de parler de DeAndre Ayton que de Chris Paul, parce que Chris Paul, on va être obligé d'être sévère avec lui, même si c'est pas de sa faute. Même si c'est pas de sa faute, parce qu'il a l'épaule défoncée, quoi. Donc Chris Paul, il a fait un match 4 intéressant, quand il a insisté pour jouer, il ne devait même pas jouer, et finalement, il a repris le lead dans le playmaking, il nous fait 9 passes sans aucune balle perdue, tout en mettant 18 points. En fait, ça s'est vu dans le match 4, j'ai trouvé, il s'est chauffé au fur et à mesure en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il est enfin redevenu le Chris Paul qu'il est, le vrai Chris Paul. Maintenant, on est obligé de le dire, on n'avait plus le même joueur avec cette blessure à l'épaule. On avait un mec qui avait du mal à dribbler, qui avait du mal à shooter. Moi, j'ai quand même envie d'avoir cette petite tolérance avec lui, surtout sur le match 4 qu'il fait, où il a insisté pour jouer, et où il fait une grosse deuxième mi-temps, et où finalement il porte les siens vers la victoire dans un match super important face aux Lakers, pour éviter d'être mené 2-2. J'ai pas envie de le mettre tier 5 finalement, parce qu'il a, il a une attitude de battant, et j'ai trouvé que même quand il était sur le terrain, même si ses stats étaient pas là, il avait cette aura qui permettait, je pense, aux Suns de pas perdre confiance. Il avait quand même ce côté général, et voilà, même s'il n'arrivait pas à faire ce qu'il fallait, je trouve que son côté guerrier a apporté beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie aux Suns. Pour moi, un Chris Paul,
il va au tir fort avec Anthony Davis et Derrick Rose. Le 5, c'est trop sévère. On parle de Damian Lillard, qui nous a fait un match 4 complètement raté à 1 sur 10, mais qui n'a pas empêché Portland de gagner. Par contre, lors des matchs 1, 2 et 3, le mec a toujours mis plus de 34 points, il a fait une pointe à 42, il y a eu 2 victoires, il y a un 9 sur 16 à 3 points lors du match 2 qui a été assez impressionnant. En fait, le truc, c'est que son match 4, j'ai pas envie d'être trop sévère avec lui parce qu'il fait 10 points, 8 rebonds, 10 passes. Ouais, tir tout, ça me semble bien. Il y a 2-2, on a mis Jokic au tir tout, on a mis Kyrie au tir tout, on a mis... Ça me semble très bien. Le tir tout, ça me semble bien. Ça aurait pu se réfléchir parce que je le trouve très bon au playmaking. On parlait de Jokic, Portland défendait tout le temps un 1 contre 1 sur lui, et arrivait pas à être un bon playmaker, dans la mesure où il avait du mal à trouver ses coéquipiers. Lillard, je le trouve très fort, parce que, effectivement, Denver trappe souvent sur lui, et je l'ai trouvé très bon pour trouver les autres, comme Norman Powell, par exemple, qui a été excellent dernièrement. Tier 1, ça aurait pu se discuter, mais son match 4, malgré la victoire, son match 4 à 1 sur 10, fait mal. On parle de CJ McCollum, il est d'une régularité folle, je trouve, CJ McCollum. Maintenant, même s'il prend pas mal de rebonds, plus que ce à quoi je m'attendais, ça reste un joueur qui va scorer et encore scorer. C'est ce qu'on attend de lui, de toute façon. Profiter des passes de Damian Lillard, notamment, qui, comme on vient de le dire, était bon au playmaking, pour mettre des shoots, notamment en catch and shoot. Essayer de varier un petit peu le jeu de Portland, en ne tentant pas que des 3 points, en tentant aussi des drives, en s'arrêter à mi-distance. CJ en 5, quand je le lis, je trouve ça trop sévère. Maintenant, pour moi, c'est entre 3 et 4. Je pense que je vais mettre 4 quand je vois comment on a réparti un petit peu les joueurs ici. Ouais, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Alors moi, je le mettrai pas en tier 3 parce que je trouve qu'il défend pas. C'est tier 3,5, de toute façon, pour McCollum. Peu importe, quoi qu'il arrive, il est pas dans le tier 1, donc il sera pas en course pour le vote du MVP à la fin de cette vidéo. Let's go pour Donovan Mitchell, qui a manqué le match 1, mais qui est plutôt bien revenu. Maintenant, il a joué que 2 matchs pour l'instant. Donc Mitchell, il est arrivé, il a mis ses 25 points tranquilles, même s'il a pas été hyper bon au tir, il a fait surtout un match 2 où il a pas mal arrosé à 3 points. Pour moi, ça se joue entre le tier 2 et le tier 3 pour Donovan Mitchell. Je vais aller assez vite, je me vois pas le mettre au tier 2 parce que pour l'instant, il a fait que 2 matchs. Donc même si c'est 2 matchs, c'est 2 victoires, il a pas assez montré, il a surtout marqué des points. Je l'ai connu bien meilleur au playmaking, je l'ai connu plus complet, je l'ai connu plus adroit également, je l'ai connu faire de meilleurs choix, donc je dis pas que je vais le juger par rapport aux attentes, vu que j'ai dit qu'on n'était pas là pour faire ça, mais voilà, face à Memphis, je vois pas en quoi il est beaucoup plus impactant que tous ceux qu'on a mis au tier 3, qu'un LeBron, qu'un Jrue. Je le mets au-dessus d'un McCollum parce que 2 victoires de défaite pour lui. Par contre, seulement 2 matchs joués, de la maladresse à 3 points, une adresse au shoot qui est pas excellente, et pas grand chose d'autre à part des points. Alors maintenant, on a un Rudy Gobert, qui, mine de rien, dans le scoring, a fait plus de choses que d'habitude, et d'une efficacité folle, pour moi, dans une équipe qui mène 2-1 pour l'instant, qui est bien partie, je pense, au vu de ce qu'on a vu lors des matchs 2 et 3, pour se qualifier, sans trop avoir de problème. Je pense que Rudy mérite le tier 2. Il reste un joueur très limité au poste, mais qui a effectivement réussi à avoir la balle de haut panier et à se retourner, à être très efficace sur son petit move. Donc let's go tier 2, moi ça me paraît bien. Ça me paraît bien pour un Rudy Gobert, d'autant plus avec un Donovan Mitchell au tier 3. Rudy Gobert au tier 2, ça me paraît cohérent. Et il nous reste les 2 Wizards pour finir, Bradley Beal et Russell Westbrook. On a un Bradley Beal qui score fort, qui reste un vrai joueur en ISO, mais qui maintenant, moi ce qui me dérange avec lui, c'est qu'il fait pas gagner son équipe quand il joue en ISO. Donc c'est un peu embêtant, donc on a quand même un vrai scoreur, un gars qui joue avec ses tripes, qui est capable de prendre des rebonds, qui la plupart du temps est adroit, même si pour l'instant son adresse à 3 points est assez critiquable, je dois le dire. Ce que je disais à 3 points, il fait 1 sur 6 au match 1, 1 sur 6 au match 2, 1 sur 8 au match 3. Par contre, voilà, il est sur une moyenne de 30 points par match, quoi. 30 points, 7 rebonds et 4 passes. Je vois beaucoup de 5, de toute façon ça joue entre le 4 et le 5 pour moi. On n'est pas sur du Butler, du Adebayo ou du Randle qui choque, donc on est sur du tir fort qui me paraît bien. Et donc, Russell Westbrook, qui a une sélection de shoot qui est assez étrange, et qui met de l'énergie, c'est sûr, mais que je trouve un peu sur les nerfs. Alors, peut-être que le popcorn, ça aurait dû le motiver, mais je trouve que Westbrook, il fait pas partie de ces joueurs que l'énervement motive. Alors, c'est arrivé des fois, mais Westbrook, j'ai l'impression que dès que tu l'énerves un peu, il peut très vite sortir de son match. Je me rappelle, lors du match 1, par exemple, il enchaîne 3 shoots à mi-distance avec la planche qui rate complètement, tu comprends pas. Il envoie des passes dans les tribunes, il fait des mauvais dribbles, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que Bill, par exemple, a été beaucoup plus régulier, a mis plus de 30 points à chaque fois. Je pense que Westbrook mérite d'être un tir en dessous de Bill. Quand je vois aussi qu'Anthony Davis est au tir fort, que Derrick Rose est au tir fort, je vais mettre Westbrook au tir 5. Encore une fois, le match 4 fait évoluer mon avis, parce que malgré son 3 sur 19 au tir catastrophique, Westbrook, qui continue sa série de maladresses, a fait un énorme triple-double. 19 points, 21 rebonds, 14 passes, ça mérite quand même de passer au-dessus de ceux qui sont au tir 5. Donc maintenant, vous allez m'élire votre MVP. A few moments later.
nous voilà sur nos votes. Donc vous avez décidé d'élire Kevin Durant. Finalement, on a un Trae Young et un Giannis qui sont à la deuxième place ex aequo, devant un Luka, un Joel, un James Harden et un Kawhi à la fin qui a une voix. Voilà pour ce qui est du MVP de ce début de playoff, voilà pour ce qui est de mon 8ème Crystal Ball. Vous êtes d'accord avec Kevin Durant MVP? C'est qui le vôtre? Moi, c'était pas forcément KD, mais ce que je vois, c'est que le débat a été ultra serré. Et ça montre mine de rien que depuis ce début de playoff, on assiste à du très haut level, ça fait plaisir. En tout cas, pour ceux qui ont manqué ça, ou pour ceux qui sont mécontents du classement, je vous invite à venir débattre de ça avec nous, et pour ça, une seule solution. Ouais, suivez-moi sur Twitch, c'est le seul moyen d'être notifié pour tous les lives. D'ailleurs, comme vous le voyez, le prochain c'est mercredi matin. Tous ensemble, on se retrouvera pour choisir le sujet de la vidéo YouTube de samedi. Comme d'hab, je vous proposerai 5 ou 6 choix dans des playlists différentes, un sondage, et c'est vous qui me guiderez vers le contenu qui vous hype le plus. Perso, j'adore faire ça. Plus vous participez, plus il y a d'interactivité, et plus il y a d'interactivité, plus je prends mon pied. C'est beau ce dicton qui fait des rimes. Et pour finir, vous connaissez les bails. On s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Yes, la team, le 4 à la suite, c'est comme ça que ça marche de référencement. Et pour le soutien, vous connaissez aussi, tout se passe sur Tipeee. Gros big up d'ailleurs à tous ceux qui sont déjà là-bas, je vous aime. À très vite.